All right, on est live. Bienvenue à tous. Notre groupe, on a finalement décidé de commencer officiellement un podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1. Donc, Tony et moi, en fait, on a décidé de partir un podcast. On aura la chance d'avoir des invités, des gens de notre réseau, des personnes qui ont réalisé des grandes choses dans leur domaine d'activité. Et en fait, que ça soit le monde des affaires, les finances, la banque, ça peut être les sports, l'entraînement physique, ou en fait, juste le domaine du divertissement. Donc, écoute, on cherche des personnes qui ont inspiré leur communauté à se surpasser et juste pousser au-delà de leurs limites personnelles. Donc, écoute, Tony, je te cède la parole. À toi l'honneur de pouvoir introduire notre premier invité aujourd'hui. Yes, super excitant. Martin, merci de briser la glace avec nous aujourd'hui. Fait on a la chance, en fait, de pouvoir, comme Samy disait, interviewer des gens qui ont eu des parcours super atypiques. Donc, peut-être juste ouvrir le bal, en fait, à nous parler un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais? Fait que juste pour comprendre un peu mieux et laisser l'audience voir le beau parcours que tu as eu, en fait. Ah, c'est bien. Ça me fait plaisir, les gars, de vous joindre à vous aujourd'hui pour ce podcast-là. Écoutez, parcours atypique, c'en est tout un. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, là, vous savez, moi, quand j'ai commencé, en fait, j'essaie de me. Puis tantôt, j'étais à la salle de bain, puis je me disais, bon, comment je vais commencer ça? Moi, je vais leur dire ça aux gars. Puis moi, j'ai un père qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais qui était un travailleur de ses mains, là. Mon père travaillait dans une usine, dans une cimenterie, il était contremaître de production. Puis je me souviens. Lui, son modèle de réussite, de gens d'affaires, c'était les ingénieurs. Donc, si vous en recevez sur votre podcast, je vais faire attention. Mais donc, c'était les ingénieurs. Donc, mon père me disait, Martin, quand tu veux réussir, c'est pas compliqué si tu vas devoir être ingénieur. Donc, moi, être ingénieur, je veux dire, ça m'appelait pas tant que ça à l'époque. Puis, tu sais, je vous le cacherai pas, là, je me cherchais au niveau professionnel quand j'étais à l'école, mais ce qui m'appelait, c'est le sport. Hein? Vous me connaissez assez pour ça maintenant. Ouais. J'ai un parcours sportif quand même assez vaste. On pourra en parler un peu plus tantôt, mais ceci dit, je mettais l'école de côté puis je me disais, je vais gagner ma vie en jouant au volleyball parce que quand j'étais au secondaire, au collège, à l'université, le volleyball a occupé une grande place dans mes sports. Ceci dit... mon père m'a convaincu d'aller à Polytechnique. Ah ouais. En fait, mieux que ça, j'étais quand même à une époque à ce moment-là qui était contradictoire face à l'autorité. J'ai pas changé. Oui, ça définitivement. Mais à l'époque, mon père qui me disait tu vas rentrer comme ingénieur à Polytechnique, moi je me disais non, c'est pas vrai. J'avais un de mes bons amis, sinon mon meilleur ami de l'époque, qui était un fan des Forces armées canadiennes. Il voulait rentrer comme pilote. Puis moi, à l'époque, je voulais pas rentrer comme ingénieur, donc je me suis dit, pour faire un pied de nez à mon père, je vais suivre mon chum. Au Collège militaire royal de Saint-Jean, je vais devenir un officier, puis je vais m'en aller pilote. Et puis, j'ai fait mes cours, j'ai fait mes tests, j'ai fait mon assermentation. Puis juste avant de rentrer, mon père m'a convaincu. Finish line, puis finalement... Finish line. Donc, en fait, de mémoire, là, pendant que je vous parle, là, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai été accepté. Et mon chum, à qui c'était son rêve de carrière, qui a fait les forces finalement, qui a été parachutiste professionnel dans les Skyhawks, etc., cette année-là, lui, a été refusé. Moi, j'étais approuvé, lui, a été refusé. Ça vous donne une idée qu'il ne se tentait pas d'entrer là seul. Donc, j'ai abdiqué, j'ai été faire une session, les gars. Une session à Polytechnique. Et l'initiation, je me souviens, avait duré probablement 4 semaines d'initiation. C'était épouvantable. Je me sentais pas dans mon élément. Puis j'ai quitté Polytechnique et j'ai commencé à étudier les mathématiques. Ça, j'aimais ça. Donc ça m'a appelé. Fait que, finalement, j'ai fini bachelier en mathématiques. Ouais. Puis j'ai fait par la suite une maîtrise en administration des affaires. Mais avant de faire ma maîtrise, il fallait que je gagne de l'argent. Ouais. Donc, j'ai commencé à enseigner. Fait que j'ai enseigné au secondaire. J'adorais ça en passant. J'ai adoré. J'enseignais et les mathématiques, bien sûr, et la chimie. Et j'avais aussi des groupes en éducation physique, ce qui faisait partie de mon processus. Fait que c'était aussi atypique de mon côté, du côté de l'enseignement. Et je me souviendrai tout le temps, après 2 ans d'enseignement, 3 ans d'enseignement, j'ai un ami qui me dit « Martin, ah oui, je me souviens. En fait, on était dans une chambre de hockey. Puis le gars en question est encore pour la banque. Puis il me dit « Martin, écoute, j'ai été embauché pour faire de l'assurance. Puis j'ai pas aimé ça. » Il dit « Là, je quitte le domaine. » Mais il dit « Mon
gestionnaire m'a demandé si je connaissais pas quelqu'un qui pourrait peut-être me remplacer. Tu sais. Donc, j'ai pensé à toi. Tu sais, t'as à bagou pour faire ça, puis tu vas aimer ça. Et là, t'avais quel âge dans ce temps-là? Écoute, là, à cet âge-là, est-ce que j'avais ma fille? Donc, vraiment, j'avais autour de 24 ou 25 ans. Là, OK? Donc, c'est à peu près l'âge que j'avais. Puis, j'ai dit, écoute, je vais peut-être faire un test. Fait que je vais t'accompagner. Je vais accompagner quelqu'un qui est dans le domaine durant l'été. L'été, on n'enseigne pas. Donc, j'ai dit, je vais accompagner quelqu'un durant l'été. Puis, je vous dirai après ça si ça m'intéresse. Fait qu'il avait accepté ce marché-là pour m'apercevoir que le gars, dans mon été, avait fait 2 fois plus d'argent que moi dans mon année d'enseignement. complet. Alors ça a été mon Le wake-up call. Ouais, pour aller vers l'assurance. Ouais, c'est fou. Longue histoire de parcours professionnel. Parcours, ouais, c'est ça. Définitivement pas ce que tu avais envisagé peut-être initialement. Mais ouais, c'est ça. Parfois, tu as comme un déclic qui se fait juste à voir que ce soit le potentiel financier ou ce que tu es capable d'accomplir justement dans le rôle. Mais c'est incroyable. Puis depuis ce moment-là, ça a été pour toi le virement, en fait, le changement de carrière s'est fait rapidement par la suite. Oui, puis tu sais, on se le cache pas, dans n'importe quelle organisation, les gestionnaires qui sont en place à l'époque, quand on commence une carrière comme ça, vont jouer un rôle qui est prédominant là, pour le reste de ta carrière. Et moi, j'ai eu la chance de tomber dans une équipe de gestion qui était là, extraordinaire. Et là, on recule là, de ça. Ça fait 23 ans là, que je fais... J'avais dit 22, 23. Je me suis vieilli un peu. J'ai juste 52 ans. Donc, mais bref, ça fait 23 ans que je fais ça. Puis, à l'époque, là, cette équipe-là était extraordinaire. On était séparés dans différents secteurs, là, Laval, Montréal. Puis, c'était... Bon, aussi, il faut le dire, à l'époque, l'Autorité des marchés financiers, vous vous souvenez, ça n'existait pas. Hein? Donc, c'était pas encore en place. Donc, on faisait de la vente, là. On faisait de la vente. Aujourd'hui, on va se le dire, là, on fait du conseil. Ouais. On faisait de la vente à l'époque. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé puis qui a lancé ma carrière parce que c'est comme ça qu'on a construit une clientèle. T'sais, aujourd'hui, on a plus de 4000 clients dans le book, mais quand reculé, il y a 23 ans, là, on était loin de là. Donc oui, c'est ce qui m'a interpellé à l'époque. Donc cette nourriture qui était la vente. Ouais. Very nice. Puis juste par curiosité, Martin, le fait que tu as été prof de maths, prof de sciences, est-ce que tu trouves que ça t'a aidé dans ton domaine d'assurance? Tu sais, les profs ont tendance aussi souvent, je te dirais, à verbaliser quelque chose qui est potentiellement un peu plus complexe, essayer de le faire le plus simplement possible. Est-ce que tu sens que ça t'a aidé éventuellement dans tes conversations avec tes clients? Oui, absolument. La pédagogie de l'enseignement, la pédagogie du client, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a plusieurs clients, qu'ils soient bien nantis, très, très, très bien nantis, ont souvent une expérience du comportement de la finance qui est différent. On a l'impression que ce sont pour la majorité des gens qui maîtrisent bien toutes les sphères de la finance, quand ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Ouais. Donc, c'est important que les gens qui sont dans leur entourage, donc les conseillers comme vous en placement, les conseillers comme moi, l'assurance, puissent les mettre en confiance. Donc, pour ça, il faut qu'ils comprennent exactement ce qu'on est capable de leur donner comme message. Ça, c'est le premier point, je pense. Le deuxième, l'approche mathématique. Vous savez, vous avez été témoin de ça. On a été témoin, absolument. Donc, à plusieurs reprises, je pense que l'assurance, au fil des années, a été galvaudée, a été maltraitée, a été livrée pas toujours dans des conditions là, idéales. D'avoir une approche qui est mathématique plutôt qu'émotive, ça met en place une confiance pour le client qui est très claire. T'sais, quand 1 et 1 font 2, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'une émotion liée à un éventuel décès ou une éventuelle catastrophe. Donc, cette approche-là, je pense que la mathématique m'a donné un coup de main et me donne encore un coup de main aujourd'hui. Good. Puis juste par curiosité, en passant, est-ce que ton père, finalement, était fier de ton parcours en assurance? Bien, en fait, à l'époque, quand on commence, il y a 23 ans, là, on ne fait pas autant d'argent quand on commence qu'après quelques années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il aurait été très fier. À l'époque, je pense que de l'avoir contredit, il a fini par comprendre que, bon, c'est le but d'aimer ce que je fais, là, qui est important. Il est décédé pas longtemps après. Donc, il est décédé très jeune, malheureusement, là, d'un cancer. Okay. Donc, pas eu le temps d'assister à cette croissance. À cette croissance. Oui, exact. Non, for sure. Puis, écoute, c'est drôle que tu dis ça parce que je viens d'un parcours très similaire. Moi, mes parents, les deux ingénieurs, mon grand-père ingénieur, mon frère ingénieur, un peu genre forcé, dans le même style que toi. Puis moi, j'étais un peu le black sheep, le mouton noir. Je suis allé vraiment dans un domaine complètement différent, mais tu réalises à quel point tu dois aussi faire ce que toi t'aimes. Tu dois prendre le temps de vraiment découvrir ça. C'est pas toujours aussi évident. Tu as 2 ans de cégep, 3 ans d'université. Tu vas dire, OK, je
je vais courir avec ça pendant 35-40 ans de carrière. Donc, je pense que c'est important ce que tu as fait, t'écouter, puis dire au final, je dois trouver ma passion, puis je dois run avec it. Mais ça transpire aussi, je pense, qu'avec les clients. Un client qui sent que le conseiller qui est assis en face de lui aime ce qu'il fait. Je me le fais dire souvent, encore aujourd'hui. Martin, on voit que tu aimes ce que tu fais. Là. Ouais. Donc, il y a des questions, des fois, qui me sont posées ou des interrogations qui sont soulevées par les clients où ça m'interpelle. Vendre de l'assurance aujourd'hui, on ne fait plus ça, je l'ai dit tantôt. Ouais. Hein, le conseil vient avec, souvent va découler une vente d'assurance, mais ça commence avec le conseil. Et ça, c'est valorisant. Et ça, c'est une 100%. nourriture qui aujourd'hui était beaucoup plus intéressante. Oui. Puis, ça ressemblait à quoi, justement, ces 5 premières années? C'est une bonne question. Écoute, il me vient une multitude d'images. Je ne sais pas si les gens qui vont écouter le podcast sont encore... Il y en a plusieurs qui ne sont plus dans le domaine, malheureusement, là, des coachs que j'ai eus dans le temps avec le cabinet. Donc, ils sont à la retraite, mais pas depuis si longtemps. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va tomber dans leurs oreilles à un moment donné, mais on était accompagnés sur la route à l'époque, parce qu'à l'époque, il faut revenir en arrière, là. Bon, premièrement, le marché de l'assurance n'était pas le marché d'aujourd'hui. Le marché du conseil également et du référencement n'était pas le même qu'aujourd'hui. On se souviendra, puis ça me ferait toujours rire parce que moi, je me souviens que je suis déjà entré en succursale de la Banque nationale en me présentant comme étant un conseiller en assurance et ils ont appelé la police. Oh, wow. Je suis sérieux, là. On remonte de loin, l'assurance, on n'en faisait pas. Hein, les gens savaient que la banque ne faisait pas d'assurance à l'époque. Donc, il y a 25 ans, le cabinet s'est positionné comme étant un courtier dans le domaine et non pas un manufacturier de produits. Donc, c'était quand même quelque chose, un positionnement qui était quand même relativement nouveau. Donc, mes 3 premières années, il n'y a pas de cachette, là. Premièrement, le marché était beaucoup moins ciblé qu'aujourd'hui. Donc, la clientèle qui acceptait de recevoir quelqu'un en assurance, c'était pour des besoins qui étaient inconnus. Parce que c'est quelque chose qui était relativement nouveau. Donc, c'était très difficile de faire de l'assurance à l'époque. Donc, quand on sortait des bonnes journées ou des bonnes semaines ou des bons mois, on en était très fiers. Et tantôt, on parlait de cold call. Donc, mes 3 premières années, là, pour répondre à ta question, ça a été principalement du cold call. Okay. Et on se faisait des séances de téléphone le soir en équipe, en gang, entre courtiers. Puis, celui qui rapportait le plus de cold call, ben, se faisait payer à pizza. Ça a commencé comme ça. Oui. Non, c'est ça. C'est définitivement plus dur. Tu vois le contraste là, au début de ta carrière, c'est bâtir ta clientèle, trouver qu'est-ce qui marche un peu moins. Puis à travers le temps, ben, tu établis une certaine clientèle, un certain réseau de contacts. Puis année après année, ça coule plus facilement, disons. Puis c'est quoi les challenges que tu as eu, mettons, dans les 3 premières années? Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu t'es dit dans quoi je me suis embarqué? Qu'est-ce que je fais? Ou est-ce que tu as eu envie de tout lâcher puis te dire, OK, je retourne faire ce que je faisais? Ou tu as toujours eu des moments qui t'ont permis de te dire, OK, pousse une couple de mois encore, une année de plus? Je pense vraiment que je suis un privilégié dans ce domaine-là. Parce que du jour 1 jusqu'à aujourd'hui, je me suis toujours trouvé et senti à ma place. Okay. Jamais j'ai douté de ce que je faisais. Jamais j'ai douté de mon lendemain. Puis là, je pense à ma mère, qui est infirmière de carrière, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui me disait, et qui me répète encore aujourd'hui, « Mon Dieu, Martin, comment tu réussis à faire ce travail-là? Comment tu réussis à te lever le matin sans avoir... » Parce que ma mère est travailleur autonome, ne pas avoir de salaire, puis être 100% en commission, c'est quelque chose qui, même après 23 ans, la difficulté qu'on a, on réalise pas ça. Donc, mais j'ai toujours été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes qui m'entouraient. Et pour vous donner un exemple précis, là, à la fin de ma 3e ou de ma 4e année, mon gestionnaire, donc, qui était vice-président du cabinet à l'époque, me dit « Martin, vendredi, dans mon bureau. » Quand ton gestionnaire te collait à l'époque, il y a 20 quelques années, là, dans ton bureau un vendredi, là, c'était pour 2 raisons. Soit c'était la fin de ta carrière, exact. ou bien c'était pour te féliciter puis pour t'encourager à passer à autre chose. Je doutais pas tellement de ma présence dans son bureau, mais ça a commencé comme ça. Okay. On dit « Martin, tu es un excellent vendeur, tu es un excellent conseiller. Si d'ici 1 mois, tu t'es pas embauché une adjointe, tu n'as plus de job. » Ça a été son commentaire. Lui, il voyait un potentiel de croissance énorme dans ce que je faisais.
moi, j'avais de la difficulté à engager à l'époque parce que... C'est un risque. C'est un risque. Ouais. C'est un risque financier. Puis les revenus, je me répète, là, mais les revenus de l'époque ne sont pas les revenus d'aujourd'hui. Donc, d'aller dépenser 40, 50, 60 000 à l'époque pour embaucher une adjointe, c'était quelque chose que qui me semblait, en tout cas, là, à l'époque. Là. Puis, il faut faire attention. Hein, on a souvent tendance à dire que les gens en assurance, c'est pas tout le monde que je mets dans le même panier, qu'on est des entrepreneurs. Ouais. On est des intrapreneurs. Absolument. On est des gens qui font de la croissance interne, de la croissance organique. On développe notre modèle comparativement à des entrepreneurs, par définition, qui vont faire de l'acquisition de nouvelles business et qui vont croître là, par acquisition. Donc, c'était difficile à l'époque pour moi de faire ça. On m'y a obligé. Et sincèrement, on m'y a obligé et je l'ai fait. Donc, la croissance a été fulgurante par la suite. Phénoménal. Exactement. C'était une excellente décision de gestion. Puis, juste question, là, tu as parlé de ton gestionnaire. Est-ce que tu dirais que avoir un mentor jeune dans ton parcours, ou juste avoir quelqu'un qui te prend sous ses ailes, qui t'aide un peu, surtout dans les débuts, à quel point est-ce que ça, c'est important pour un jeune? C'est tant dans le domaine des assurances que, par exemple, dans notre domaine des valeurs mobilières, c'est juste d'avoir quelqu'un qui te dit « OK, voici ce que tu peux faire, voici aussi le fait de comment tu peux le faire, donc lead by example. » Donc, à quel point, par exemple, dans ton parcours, avoir eu un mentor t'a vraiment aidé? Oui, c'est important. C'est important, mais on ne le réalise pas tout de suite. J'ai joué ce rôle de mentor, okay? Parce qu'on m'a demandé de le faire à un moment donné. Et j'étais surpris, la personne que j'ai mentorée à l'époque, pour une courte période quand même, parce que c'était des passages dans leur vie, là. Cette courte période de mentorat, ça m'a tellement surpris. Cette personne-là, ce courtier-là, a remporté un prix honorifique là, suite à sa production il y a quelques années. Et la première chose qu'il a fait, c'est remercier le mentorat que je lui avais donné, le temps que j'avais passé avec lui sur la route, les conseils, l'expérience. Et ça m'a surpris parce que j'avais pas eu l'impression d'avoir joué un rôle si important pour lui et ça m'a rendu très, très fier. Puis aujourd'hui, quand je pense à cette réponse que je suis en train de te donner, bien, tout de suite, il me vient le nom de mon mentor à l'époque qui a joué ce rôle-là, donc qui m'a accompagné sur la route, qui m'a montré comment faire mes premières ventes, qui s'est impliqué avec moi. Puis moi, je me disais à l'époque, je me souviens, mais écoute, c'est son rôle. C'est ton rôle. Donc, tu es gestionnaire adjoint. On te demande de faire ça. C'est la raison pour laquelle tu m'accompagnes. Mais en réalité, aujourd'hui, quand j'y repense, c'était beaucoup plus que ça. Là. Parce que je ne serais probablement pas où je suis aujourd'hui sans cet accompagnement-là de l'époque. Là. OK, very nice. Puis là, donc là, tu dis que tu ne serais pas où tu es aujourd'hui si ce n'est pas pour l'accompagnement. Je suis curieux de savoir, parle-moi un peu des sports. Est-ce que tu serais la même personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu aurais le même parcours, les mêmes accomplissements dans le domaine des assurances si tu n'avais pas vraiment ton background en sport? Je sais que tu es un gars assez humble, mais tu as quand même un parcours assez exceptionnel, surtout dans le CrossFit ou d'autres choses que tu as fait pendant que tu es un peu plus jeune. Mais ça ne dérange pas de nous parler un peu de ton parcours athlétique. Oui, non, clairement. Écoutez, je veux dire, le sport m'a habité toute ma vie. Cette valorisation-là que j'ai retrouvée, évidemment, dans ce sport-là, ça a aussi été mon exutoire parce que je suis une personne excessivement intense. Si je ne m'accomplissais uniquement que dans le travail, je serais un workaholic, là, clairement. Si j'avais eu le talent de faire un sport professionnel à très haut niveau et de gagner ma vie, c'est clair que je l'aurais fait. Ça aurait amené probablement d'autres problématiques. Là, okay? Oui, c'est sûr. Donc, cet équilibre-là entre le travail et le sport, ça a été réellement, là, pour moi, là, la meilleure façon de réussir. Encore aujourd'hui, il ne se passe pas, vous le savez, vous me suivez un peu, mais il ne se passe pas une journée où on n'est pas à l'entraînement. Pas une journée, et ça fait partie de mon quotidien, comme ça fait partie du vôtre, je le sais maintenant. Et avant, probablement, mais plus précisément au CrossFit, parce qu'on y reviendra. Mais, donc, cette régularité-là que le sport m'a apportée, je l'ai transposée dans le travail. Donc, on a eu les épisodes pandémiques là, où les gens qui n'étaient pas habitués à s'auto-gérer ont dû le faire parce qu'on travaillait de la maison. Tout le monde travaillait de la maison. Moi, j'ai toujours travaillé de la maison. Parce qu'en assurance, on était comme travailleur autonome, on n'avait pas vraiment de bureau assigné. Donc, alors, de se lever tous les matins, en fait, en ce qui me concerne, c'est l'entraînement, c'est en fin de journée. Je sais que vous êtes très tôt le matin, moi, je ne suis pas capable. Donc, je vous lève mon chapeau. Moi, c'est fin de journée parce que, de un, ça fait une coupure dans ma journée professionnelle, parce que sinon, je serais au bureau jusqu'à 9 h tous les soirs. Ouais. Donc, si je ne m'imposais pas ça. Donc, ça me permet de ventiler, ça me permet de... Mais j'ai un background super intéressant. Je veux dire, j'ai commencé, comme je l'ai dit tantôt, là, très jeune, au secondaire, même
plus jeune, au primaire, là, avec le judo, parce que, bon, je vous parlais tantôt de mon ami qui était dans les forces armées. Ouais. Son père était le sensei de judo dans notre région, la Naudière. Ouais. Puis, donc, moi, j'ai été élevé dans cet environnement-là où mon chum de gars était en compétition très, 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 très jeune. Son Ouais. père était excessivement rigoureux. Puis c'était un peu mon deuxième père, parce que, bon, mon père était pas absent, mais c'est un gars qui travaillait fort, tu sais, de ce côté-là. Donc, Ouais. donc, les fins de semaine, j'étais avec Benoît puis son père. Bref, donc le sport a pris une place très, très rapide Très jeune aussi. très jeune aussi. Donc, le volleyball, écoutez, ça m'a ouvert les portes également de l'étude parce qu'on n'était pas riches, tu sais, plus jeunes. Puis, ils m'ont payé, je veux dire, ils ont payé Scholarship, tout ça. mon scholarship, Ouais. ils ont payé mon hébergement, etc. Donc, tant au collège qu'à l'université. Donc, ça fait quand même une différence là, quand on. Puis j'enseignais durant Ouais. cette période-là. Donc, moi, je suis sorti de l'école, j'avais pas de dette, grâce au sport, entre autres. Incroyable. Donc, et la discipline, parce que je l'ai Ouais. dit tantôt, je suis un gars d'excès. Je suis un gars très rigoureux dans tout ce que je fais, mais je suis un gars excessif. Donc, je suis convaincu que si j'avais des déviances importantes, que ce soit sur l'alcool ou les drogues, je serais un excessif. Ouais. Et c'est heureusement pas le cas. Si je n'avais que le sport, je serais un excessif et que le travail également, c'est le même principe. Donc, ça a joué réellement un rôle qui est important. Donc, on a fait des belles années de volleyball. Moi, je me souviendrai toujours quand j'étais le petit gars de la Naudière où le téléphone a sonné chez nous à un moment donné pour dire à mon père on aimerait repêcher ton gars sur l'équipe provinciale. Ça va se passer l'entraînement à Saint-Jérôme, etc. Donc, peux-tu... est-ce que vous acceptez ça? Donc, ça a été ça. C'est ça qui a lancé cette envie de joindre le travail avec le sport. Et à un moment donné, j'aimais tellement ce que je faisais dans le sport que j'étais en train de gâcher mes études. Donc, j'ai quitté Ça arrive, ça. ça, exactement. Oui. Je suis revenu du côté de la Classique. Naudière pour revenir un peu m'établir avec les études. Et un jour, dans tout ce mélange de sport, donc de volleyball qui a pris beaucoup de place, de judo, évidemment, avec Benoît, son père. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai découvert le CrossFit. Donc, en plus de ça, bon, tu sais, joueur de hockey, joueur de baseball, etc. Mais Ouais. là, j'ai découvert un jour le CrossFit. Et ça a été, de toutes mes années de sport, la révélation. Ouais, c'est ça. Honnêtement, Ouais. c'est quelque chose où ma rigueur a été mise à rude épreuve, ma discipline à rude épreuve également, parce que là, on se comparait à des athlètes au niveau mondial. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé ça, j'avais 33 ans. Fait assez plus tard dans une carrière d'athlète, disons, Ouais, dans une carrière athlétique. même, je dis 33, plus tard que ça, c'est pas vrai. J'ai commencé ça un petit peu plus tard que ça. Et à l'époque, on était déjà masters. Donc, pour ceux qui connaissent le CrossFit, Ouais. là, qui nous écoutent, là, aujourd'hui, on devient masters à 35 ans. C'est-à-dire que tous les jeunes pousses là, de 35 ans et moins compétitionnent dans une catégorie qui est l'Open. Et tous les athlètes masters, donc, compétitionnent par catégorie d'âge, donc 35, 39, 40, 44, 45, 49. Et ça te permet de pouvoir te démarquer parce que là, tu t'aperçois que plus tu vieillis et que tu as maintenu ta capacité physique au fil de ces années-là, tu es capable de compétitionner contre les meilleurs au monde. Ouais. Donc, c'est un engouement, c'est des objectifs qui sont annuels. Malheureusement, on vieillit. Donc, mais heureusement, ce sport-là, en tout cas, à moi, en ce qui me concerne, me garde jeune. Ouais. Donc, me garde jeune parce que je peux me comparer à des athlètes à travers le monde et je sais mon épingle du jeu. Donc, c'est toujours le fun. C'est incroyable. Puis c'est ça, tu étais à un moment donné ranké au niveau international. Ouais. Au- Pour ceux qui ne connaissent pas le CrossFit ou qui tu l'es encore, je pense. s'y intéressent, exactement. oui, absolument. Donc, quand on est 35 ans et moins, on est comparé à des athlètes de notre région géographique, donc Canada-Est, par exemple. Ouais. Donc, c'est une partie du Canada avec une partie des États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'athlètes. Donc, tu peux te comparer à un modèle géographique un petit peu plus restreint. Quand on passe à des catégories d'âge du côté Masters, là, on est ranké au niveau mondial. Parce que des athlètes de 35 à 40 ans, probablement qu'au Québec, il n'y en a pas suffisamment et qu'ailleurs dans le monde. Donc, on regroupe tout le monde et ça fait des classements mondiaux. Okay. Alors là, ça devient intéressant parce que quand tu réussis à te classer, et là, il y a annuellement une compétition qui s'appelle les Open, et là, où on compare tous les athlètes à travers le monde. On leur demande de faire les mêmes exercices. Et puis là, on compare les résultats. Donc, on est jugé, etc., filmé. Et là, on peut se comparer. Donc, par exemple, sur 14 000 athlètes, une année donnée, si tu réussis à te classer parmi les 200 meilleurs athlètes, et là, tu passes à l'étape suivante. Donc, tu te réveilles un matin après avoir tout donné, puis tu te dis, ben, écoute,
je suis classé dans les 200 meilleurs athlètes au monde. Donc déjà, c'est déjà quelque chose qui te pousse et qui te donne l'envie de continuer à t'entraîner et à vieillir un peu moins vite. Et là, après ça, là, les étapes suivantes s'enclenchent, c'est-à-dire là, les quarts de finale, les demi-finales et ultimement là, la finale. Donc, je pense que le plus beau classement, ça a été l'année passée. Puis, tu sais, je prends ça au sérieux, évidemment, là, parce que je m'entraîne tous les jours. Ouais. Mais c'est pas aujourd'hui, à 52 ans, le sport qui prend toute la place. Ouais. On se comprend que sûr. le côté professionnel en prend beaucoup, le côté familial, là, j'ai mis ça de côté, mais je travaille avec ma conjointe, qui est mon associée dans le bureau. Donc, côté familial, côté professionnel et le sport, il faut tout mixer ça. Ouais. Et je me souviendrai toujours, je fais mes quarts de finale, et là, dans les quarts de finale, de mémoire, là, ils prenaient les 60 meilleurs athlètes sur les 200. Et là, on faisait donc la demi-finale. Donc là, j'ai passé en quart de finale, donc dans les 60 meilleurs athlètes. Donc, ça, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Ouais. Et là, on tombe en demi-finale où là, on va prendre les 30 meilleurs athlètes pour passer là, en finale. Et là, souvent, la ligne, elle se dresse là. C'est-à-dire entre un athlète de 52 ans qui possède son gym, par exemple, au New Zealand, ou qui possède son gym Qui fait ça full-time. en Italie, puis qui fait ça full-time. Ouais. Ben, ça fait une différence qui est majeure entre un gars comme moi qui s'entraîne 5 à 6 jours par semaine de façon intense, puis je suis chanceux, j'ai une bonne génétique. Tu sais, la ligne, elle est là souvent. Là. Ouais. Et là, je me souviendrai toujours, un soir, j'étais avec le propriétaire du gym, qui est un ami dans le coin où je m'entraîne, puis on soupe. On prend un verre de vin. Puis on prend pas plusieurs verres de vin parce que c'est un gars qui boit pas, puis moi très peu, donc on prend un verre de vin. Et là, le classement mi-demi-finale, dans lequel j'ai aucune prétention de passer dans les 30 meilleurs athlètes au monde, le classement en sort à mi-parcours, je suis 33e. C'est incroyable. Et là, le verre de vin a pris le bord. Et là, on est parti à rire, on s'est dit, ouais, un peu là. Parce qu'on est en train de se dire que j'ai probablement, peut-être, en tout cas, une chance de me glisser, de me faufiler pour les finalistes, donc au niveau mondial, donc aller faire les fameux CrossFit Games. C'est incroyable. Donc, là, on a pris ça très au sérieux. Et finalement, on s'est pas classé. Donc, ça a été la finalité de ça. Mais l'année recommence cette année. Hein, ça recommence à chaque année. Donc, on va refaire le même processus et on verra où ça nous mène. Ouais, absolument. Ouais. Inspirant. Puis écoute, je sais que ça paraît simple de la façon que tu le fais là, et tu l'expliques, mais je pense que c'est extrêmement difficile de classifier pour les CrossFit Games. Les gens, c'est des athlètes de tous les bords, de tout. Oui, ça demande beaucoup de rigueur, on ne se le cachera pas. Là. Le problème des athlètes qui vieillissent, pour la majorité, premièrement, il y a la vision que les gens portent sur nous. Parce que, bon, je suis le premier, je m'entraîne avec des jeunes dans un gym de CrossFit. Ouais. Là, bon, les gens de 52 ans, il y en a un peu moins que des gens de 20-25 ans. Donc, je vais le dire en riant, là, mais ça a changé énormément, je trouve. On parle souvent d'âgisme. Ouais. Hein? Ouais. Puis bon, on juge souvent les gens qui ont plus d'expérience, etc. Mais c'est difficile pour moi c'est difficile pour eux de venir me confronter ou de venir me tester, mais je le sens que les gens s'approchent de cette limite-là. Tu sais, ouais, mais Martin, ouais, mais t'es plus vieux, t'es sur une pente descendante, tu sais. Tu comprends? Ouais. C'est un peu les commentaires que je peux recevoir à l'occasion. Puis, je suis capable de dire quand même qu'à 52 ans, je fais largement le poids dans un gym. Ah, c'est ça. Donc j'ai la chance de ne pas être dans cette pente descendante-là. Et j'allais où avec ça? On parlait des CrossFit Games, à quel point c'est difficile de... Oui, exactement. Écoute, nous, on a fait notre premier Open pour la première fois cette année. Ouais. Puis je peux te dire, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Ça demande énormément. Et j'allais dire, c'est ça, c'est que les gens plus âgés ralentissent l'entraînement, délaissent un peu la nutrition. Ouais. Okay? Ouais. Donc, je pense que si tu continues à être rigoureux dans l'entraînement, si tu continues à être rigoureux dans ta nutrition, il y a une étude qui est sortie très récemment, je ne sais pas si vous l'avez vue, où ils ont comparé un athlète de 50 ans et un athlète de 25 ans sur un exercice similaire de haute intensité. Et ils ont mesuré là, la récupération, la déchirure musculaire, tous les specs qu'on a après un exercice comme celui-là. Et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas une différence d'1% entre l'athlète de 25 ans et l'athlète de 50 ans. Donc, quand on dit « age is just a number c'est vraiment le cas. Donc, l'âge, c'est vraiment juste un chiffre. Donc, je pense que ça peut inspirer les gens à continuer l'entraînement, peu importe l'âge. Là, c'est réellement quelque chose qu'il faut faire. Et je termine en disant que, bon, vous savez qu'en CrossFit,
il y a plusieurs aspects, là. Bon, la gymnastique, l'endurance, le cardiovasculaire, l'haltérophilie. Et récemment, j'ai une amie à nous qui a été une excellente athlète de CrossFit, qui a fait des compétitions à haut niveau, qui a été qualifiée pour les Regionals. Dans le temps, vous n'avez pas connu ça, mais les Regionals, c'était la demi-finale, si on veut, des CrossFit pour les Open. Okay. Donc, c'était très, très couru. Puis les gens qui se classaient pour les Regionals, c'était un peu les gens comme moi dans ma catégorie qui se classaient à un autre niveau pour les demi-finales, par exemple. Et elle me dit, elle écrit à ma conjointe, puis elle dit, écoute, c'est quoi les chiffres de Martin en haltérophilie? Parce que j'ai la chance encore à 52 ans d'avoir, je pense, une force et une technique d'haltérophilie qui est pas mal au-dessus de la moyenne. Donc, Stéphanie donne les chiffres. Donc, exemple, à l'épaulé, puis à l'arraché, puis etc. Et elle donne ces chiffres-là. Et là, la fille lui revient en disant, tu sais, Martin, présentement, là, sans entraînement spécifique en haltérophilie, présentement, il serait champion québécois. Il pourrait être champion canadien, juste avec les chiffres d'aujourd'hui. Il est à 6 kilos d'être le champion du monde dans sa catégorie de poids et d'âge. Donc, elle me dit, là, cette année, tu fais de l'haltéro, tu t'entraînes en haltéro, tu vas remporter le championnat du monde en haltérophilie. Donc, bref, c'est peut-être un objectif qui s'en vient pour moi là, dans la prochaine année. Je n'avais pas mis au courant de ça, mais... C'est inspirant. Ben, c'est fou. En fait, c'est inspirant parce que, comme tu l'as dit, tu n'as pas besoin nécessairement... Il y a beaucoup de préjugés que tu es plus jeune, tu vas avoir un meilleur conditionnement physique ou tu as plus de chances de performer dans un sport, mais tu l'as bien dit, dans ton parcours, tu y as toujours accordé une importance. Oui, tu étais beaucoup plus compétitif que la moyenne, on s'entend, puis tu as peut-être eu un parcours au niveau du sport qui est différent, disons, de l'étudiant moyen ou du Canadien moyen, mais c'est beau de voir que même passé un certain âge, les gens ils vont souvent avoir des idées préconçues que ah non, mais c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est souvent là que ça s'arrête. En fait, c'est là la bataille est là, c'est que tu te dis que t'es pas en forme ou que t'as pas le temps ou que c'est dur de jongler la nutrition, puis l'entraînement, puis la famille, puis la vie professionnelle. Mais c'est juste d'en faire un petit peu à chaque jour, puis c'est ce que tu as continué de faire, puis tu es capable de continuer à performer à haut niveau aujourd'hui, passé 50 ans. Oui, exactement. Mais je pense que c'est un mix de tout ça. Tu as des gens qui ont une génétique qui est peut-être un petit peu moins avantageuse. Il faut travailler un peu plus fort, ou il faut récupérer un peu mieux, il faut s'adapter un peu plus. Mais les conditions pour en arriver là, il n'y a pas de secret. Hein? Vous le savez, vous en faites du CrossFit, les gars. Il n'y a pas de secret. Souvent, les gens me disent, Martin, comment tu fais pour pas être siraqué, jamais être blessé, ou en tout cas rarement blessé, parce qu'un des attributs de ce sport-là, malheureusement, les blessures sont assez fréquentes. Je fais de la mobilité tous les soirs, ou j'essaie d'en faire en tout cas tous les soirs, même le samedi soir où je suis entre amis puis je prends un verre de vin, j'aimerais ça être capable de faire ma mobilité de la même façon, parce que c'est ce qui me sauve, moi, personnellement. Donc, l'entraînement, c'est correct, mais de l'étirement, de la mobilité, c'est ce qui me sauve, parce que je pense que, veux pas, le problème, c'est pas la qualité c'est pas la qualité du corps humain, c'est plutôt la capacité à récupérer. Et c'est ce qui arrive à 52 ans, qui est un peu plus lente qu'à 25 ans. Donc, si tu fais pas attention, ça peut être dommageable, effectivement. Mais c'est aussi, je pense que ça vient avec certains sacrifices. J'imagine que tu adores ce que tu fais, mais ça vient aussi avec certains sacrifices au niveau de quelle heure tu te couches. Parfois, tu as envie d'avoir ce morceau de gâteau, mais tu te dis, OK, non, peut-être pas aujourd'hui. Ce verre de vin avec ta conjointe. Donc, c'est sûr que c'est... écoute, c'est inspirant. Tony et moi, on en parle souvent de toi et ton histoire, là, parce que, écoute, moi, j'ai 31, Tony a 30. J'ai un petit de 4 mois. Il y a un petit de quoi, 13 mois maintenant? Oui. 13 mois. Puis on en parlait justement. On veut être capable de grandir avec nos enfants, être capable d'être mobile, d'être actif, de pouvoir faire des sports avec eux. Donc, de voir un gars comme toi qui a 52 ans, qui est en train d'outlift tout le monde au gym... On se dit, OK, peut-être un jour, on sera capable de pouvoir garder le cap. Puis on le voit même, les athlètes de nos jours, les LeBron James, les Cristiano Ronaldo, cette longévité-là, elle existe. Si tu décides, encore une fois, ça vient avec une discipline que tu dois avoir le mindset, puis tu dois aussi être capable de sacrifier certaines choses, mais tu peux te réveiller à 39, 40 ans, puis être en train de compétitionner contre les jeunes de 22, 23 ans. Absolument. Qui sont les meilleurs au monde. Donc, Absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on le dit souvent, mais je pense que au début, on ne savait pas si c'était pour être une mode, mais 50 is the new 40. Oui. Puis j'ai hâte de voir à 60. Je n'ai pas si hâte que ça, en fait, mais quand je vais y arriver, parce que je vais y arriver par défaut, j'espère être en aussi bonne forme qu'aujourd'hui. Puis il y a un nouveau coach au gym chez nous, puis
On regardait les chiffres parce qu'on était présentement pas dans une qualification, mais dans des tests de 1 RM, là, de répétition maximale. Puis, de me faire dire, ouais, mais Martin, c'est un peu normal, regarde, là, tu sentais que ton livre était pesant aujourd'hui, mais tu sais, t'as 52 ans, tu n'es pas dans une pente ascendante. Je me suis fait dire ça encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas passé. Non, ça peut passer. Ça passe rarement, mais en fait, les mots, c'est toujours mieux de mettre le poids sur la barre puis de faire ce que tu as à faire. Tout le temps dans le respect de tes capacités parce que, ultimement, il faut aussi être prudent. Là. Mais je ne sens pas qu'aujourd'hui, je suis capable de moins pousser que quand j'avais 42 ans. À 52 ans, je suis dans ma meilleure forme physique. Donc, c'est quand même, si ça peut inspirer le monde, en tout cas, à ne pas arrêter, c'est le danger. N'arrêtez pas. Exact. Faut pas arrêter. Ouais. C'est dur de reprendre, surtout. Ouais. C'est très difficile de reprendre. On le sait. On s'entraîne. Moi, je m'entraîne 50 semaines par année. J'essaie d'arrêter une fois de temps en temps, mais je suis pas capable. Puis quand j'arrête parce que je pars une semaine de vacances dans le sud, et là, je me dis, là, je me fais dorer au soleil, puis tout ce que je fais, c'est prendre un verre, puis aller nager. Ouais. Je reviens après une semaine de vacances et j'ai le sentiment de ne m'être jamais entraîné avant. Tellement c'est difficile de recommencer, c'est difficile physiquement de recommencer. Donc, faut pas arrêter. Puis, juste par curiosité, je sais que tu le vois tous les jours dans ton domaine. Tu as accès à. Tu fais des polices d'assurance vie, invalidité, maladie grave, donc tu te baignes un peu là-dedans. Écoute, l'espérance de vie fait que croître. On le voit en Amérique du Nord. Par contre, on est quand même une population un peu malsaine. Il y a quand même un gros taux d'obésité. Tu dirais que c'est quoi? C'est quoi que tu vois le plus souvent? T'sais, on va dire, je sais pas, tu fais des background checks sur des clients, peu importe. C'est quoi que tu penses qu'en ce moment, on voit le plus gros problème en Amérique du Nord? Est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est le manque d'entraînement physique? Est-ce que les gens savent tout simplement pas cuisiner puis on est en train de commander puis de Uber Eats beaucoup plus qu'avant? Donc, c'est quoi le problème? Donc, clairement, la nutrition, là, on se le cachera pas. L'entraînement est une faible partie de la réussite. Là. Ouais. Donc, la nutrition joue un rôle qui est majeur. Je ne me targuerai pas d'être un expert en nutrition parce que je vois graviter autour de moi et autour de plein d'athlètes un paquet de façons de bien manger ou de différentes diètes. Exactement. Je me positionnerai pas là-dedans. J'ai toujours été quelqu'un qui a encore un métabolisme qui est avantageux, là, un métabolisme très élevé. Je peux à peu près manger n'importe quoi. Ça n'a pas nécessairement de conditions néfastes, même si je suis quelqu'un de très rigoureux dans la nourriture. Et je remercie ma conjointe pour ça. Merci, Steph. Merci, Steph. Principalement. Steph prend soin de moi là-dessus beaucoup. Donc, l'alimentation, c'est clairement une problématique. Puis c'est une problématique qui est induite aussi par les grands joueurs de ce monde. Là. Aujourd'hui, tout est transformé. Ouais. Encore une fois, je ne suis pas la personne qui est le plus souvent à l'épicerie, mais quand j'y vais, je suis toujours surpris de voir à quel point c'est difficile pour quelqu'un qui cherche à bien s'alimenter, de trouver des produits qui sont sains et pas transformés. C'est un grand défi. Je vais dire l'oisiveté. Donc, les gens sont très, très, très sédentaires. Ouais. C'est exceptionnel là, comment on ne se déplace plus à vélo, on prend plus le temps de marcher. Ouais. Courir, c'est rendu un sport pour l'élite. Même si, durant la pandémie, ça a repris quand même là, beaucoup de poils de bête, là, la course. Mais et j'entends souvent, en termes de CrossFit, je vais attendre de me remettre en forme avant de tenter de faire du CrossFit. Je vais attendre de. Ouais. J'ai même discuté aujourd'hui au bureau là, avec des conseillers là, de certains de vos collègues qui me disaient « Ah, moi, quand le petit va commencer à faire ses nuits, je vais recommencer à m'entraîner. » Je pense que c'est la plus grande problématique. Il faut se lever, il faut bouger. Il faut le faire. Peu importe ce qu'on fait, il faut se lever, il faut bouger. Et l'alimentation, là, minimalement, prendre un peu de temps. Et c'est souvent le temps là, qui manque. Là. Prendre un peu de temps pour cuisiner, prendre un peu de temps pour étudier sur ce qui est bon pour nous autres, puis éviter surtout ce qui ne l'est pas. Là. C'est catastrophique. Mais c'est fou aussi parce que, tu sais, comme Sam l'a bien dit, l'espérance de vie augmente. Les habitudes, par contre, de vie, que ce soit la nutrition, l'entraînement, n'ont pas nécessairement suivi d'une certaine manière, ou au moins de ce qu'on voit. Pourtant, l'accès à l'information est plus présent que jamais. C'est très facile pour n'importe qui cherche à s'éduquer, que ce soit sur une reprise en forme, sur bien manger ou d'autres habitudes saines, de trouver l'information disponible, que ce soit sur un podcast, par exemple, tu en entends parler aujourd'hui, ou sur d'autres podcasts qui se spécialisent là-dessus, ou juste sur l'Internet. Donc, c'est un peu
contradictoire un peu de voir ça. Là. C'est un peu d'éducation qu'on reçoit aussi. Hein. Je regarde certains, puis là, évidemment, je ne veux pas tomber dans le jugement, je regarde certains parents et je regarde surtout les enfants qui reçoivent cette éducation où c'est la normalité. Ouais. Donc, on regarde l'annonce de plaisir gastronomique, puis, tu sais, c'est la nouvelle norme. Ouais. Les enfants n'ont pas l'impression de mal manger. Donc, ils sont éduqués dans ce modèle-là où on mange bien, on mange sain, quand c'est tout à fait le contraire de ce qu'on met dans notre assiette. Donc, c'est difficile. La vie va vite. Les parents travaillent, les deux travaillent souvent, le père et la mère. Ouais. Donc, c'est difficile de prendre le temps de bien faire à manger, de préparer de la bonne nourriture. Et ça n'ira pas en s'améliorant. Hein? Ouais. C'est drôle, on parlait de ça l'autre jour, mais je pense que c'est en Angleterre, si je ne me trompe pas, mais ils ont encore des cours de cuisine. Puis, tu sais, je pense que c'est tellement simple, mais ça serait tellement intelligent d'avoir des cours de cuisine, que ça soit au secondaire, un cours, de savoir comment cuire un œuf, comment faire du poulet, comment ça. Peu importe, mais juste qu'ils ont au moins cette confiance-là de dire, OK, je vais quand même essayer. Maintenant, je sais, j'ai un peu comme les connaissances pour les faire, mais je pense que c'est aussi juste ce manque-là de savoir comment le faire. Les plus vieux qui nous écoutent, là, qui ont été à l'école en même temps que moi, j'oublie le nom du cours, c'est pas drôle, mais j'ai appris à coudre d'un bouton. Ouais. J'ai appris à coudre d'un bouton, moi, à l'époque, à l'école. Là, j'oublie le nom de Puis tu le fais encore de temps en temps. C'est ça. Donc, tu sais, j'ai appris. Mais aujourd'hui, il manque deux choses. Des cours culinaires, tu l'as dit, apprendre à bien manger, et des cours de finances. Finance personnelle. Il n'y en a pas. Ouais. Des cours de finances personnelles, les gens, aujourd'hui, ils ne savent pas, n'ont pas les notions de base Absolument. en finances personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend, toujours. Ouais. Quand je disais tantôt là, que certains clients n'avaient pas encore acquis ces connaissances-là, même s'ils valent beaucoup, beaucoup d'argent, on le voit quotidiennement. Ouais, tout à fait. Et c'est un grand, grand manque, ça. Je suis convaincu que les finances du Québec se porteraient mieux. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Ouais, C'est vrai. Ouais, définitivement. 100%. Puis peut-être pour revenir, vu qu'on parle un peu plus de finances personnelles, pour revenir un peu dans ton secteur à toi d'activité, le monde des assurances, c'est quoi les gros changements que tu vois actuellement dans le monde des assurances? Comment tu vois les 5-10 prochaines années? Est-ce que tu sens qu'il y a des gros changements, que ce soit au Québec ou juste dans le reste du pays? Mais les tendances sont assez diverses. Là. Et clairement, premièrement, vous jouez un rôle qui est important dans ce changement-là, parce qu'aujourd'hui, l'assurance peut être perçue comme une catégorie d'actifs. Ouais. Hein? C'est quelque chose, là, si on remonte il y a 25 ans, là, on ne parlait pas de ça. On protégeait notre auto, on protégeait notre revenu, on protégeait notre rythme de vie, mais on ne diversifiait pas à l'époque nos placements grâce à l'assurance. Donc, s'il y a un changement qui est majeur depuis les dernières années, c'est réellement l'intégration des produits d'assurance dans un but de maximisation du patrimoine, donc, et de transfert à ces prochaines générations-là. Le Canada anglais a une avance qui est marquée là, du côté du Québec francophone dans ce type de stratégie-là. Mais c'est plus adopté du côté anglais oui, absolument, Québec. Largement. Ce virage-là du côté francophone, si on veut, est quand même amorcé là, depuis les dernières années, grâce, entre autres, je me répète, là, mais à des gens comme vous qui intégrez ça dans votre gestion de patrimoine. Donc, c'est une gestion qui est holistique, c'est une gestion qui est complète, qui est globale. Et je pense que tout élément de diversification dans ce sens-là devient un actif qui est important pour un client. Donc, si on compare les chiffres d'il y a une dizaine d'années en termes de volume de primes en lien avec cette stratégie de maximisation de patrimoine, c'est probablement 30 à 40 fois plus élevé. Là. Donc, il y a un changement qui est majeur de ce côté-là. Il y a aussi un changement qui est majeur du côté des assureurs. Hein, on l'a vu, là, les gens qui nous écoutent, qui sont plus vieux, encore une fois. À l'époque, on avait peut-être, là, je dis un chiffre là, qui n'est peut-être pas tout à fait vrai, mais peut-être 25, 30 compagnies d'assurance qui offraient du courtage ou de l'assurance des produits dans le marché. Aujourd'hui, on est diminué à 12, 13, 14 compagnies. Ouais. Donc, les grands joueurs ont valé les plus petits. Donc, il y a une consolidation. Exactement. Il y a une consolidation sérieuse de ce côté-là. Donc, les grands joueurs, là, comme Manuvie, comme Sun Life, comme BMO, comme Canada Vie, avec toutes ces compagnies-là, donc, ont un gros monopole du marché. Évidemment, les produits sont raffinés également. Hein? On n'a qu'à regarder les taux de participation dans des produits d'assurance vie entière qui occupent une grande place dans le marché. Ouais. Donc, oui, je pense que l'assurance, dans les prochaines années, va jouer un rôle important en termes de planification financière et successorale. Oui. Et ça fera partie là, des éléments d'actifs de la majorité des clients fortunés. Very nice. Puis, c'est ça. Puis je pense aussi qu'il y
il y a un autre point, on en parle beaucoup, surtout dans notre domaine, tu le sais, mais le transfert générationnel d'actifs, si on a une population qui est vieillissante, fait il y a un gros transfert de patrimoine qui est déjà enclenché, mais qui va se faire encore de façon plus prononcée sur les prochaines années. Est-ce que tu sens que ça, c'est quelque chose qui joue aussi dans tes conversations avec les clients? Parce que de notre expérience, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que les stratégies de maximisation ou de protection, par exemple, de leur succession ou de créer une certaine richesse générationnelle, ça vient chez un certain type de client. Ouais. Fait que tu dois être rendu, disons, à une certaine valeur nette où le besoin doit être là. Est-ce que tu sens que dans les dernières années, peut-être une des priorités des clients que tu rencontres, c'est justement d'aider les prochaines générations, on y attribue une certaine valeur, ou c'est pas nécessairement encore une des priorités que tu entrevois dans tes conversations? C'est de plus en plus marqué. Est-ce que c'est une priorité? Encore aujourd'hui, pas tout à fait. OK. Pour une catégorie de clients bien précis, oui, on ne se le cachera pas. Des clients qui sont très, très bien nantis cherchent évidemment toujours la façon la plus efficiente ou efficace Oui. de gérer leur portefeuille. Ceci dit, au-delà du client, l'éducation qui est amenée par le marché, entre autres du placement, Oui. par des conseillers en placement comme vous, joue un rôle qui est prépondérant. Tu sais, je recule il y a 20 ans, encore une fois, à combien de clients on faisait à l'époque des planifications financières ou successorales? Ouais. Hein? Ouais. Il n'y en avait pas. Ouais. Il n'y en avait pas. Donc, le but d'un conseiller en placement à l'époque était de gérer un portefeuille. Ouais. OK, uniquement. Donc, ce qui se passait avec la prochaine génération, ce qui se passait après le décès, c'est quelque Ouais, chose qui important. était plus ou moins exploité. Bon, certains vont lever la main en disant non, moi, je le faisais. Good for you. Mais aujourd'hui, c'est même pas encore la majorité des conseillers en placement qui sont dans cette approche de gestion de C'est patrimoine. vrai. Donc, répondre à ta question, cette priorité-là, elle est de plus en plus importante, elle est mise de l'avant. Elle est aussi, en termes de littérature, maintenant exprimée. Donc, on a des planificateurs financiers successoraux qui sont capables aujourd'hui de mettre sur papier les avantages et ou les désavantages de ces structures-là. Mhm. Mais on recule, il y a quelques années, les gens n'osaient pas s'y avancer de par la réputation, entre autres de l'assurance. Aujourd'hui, quand on constate l'assurance, je me répète, comme une catégorie d'actifs, l'approche n'est pas la même. Ah, là, tout d'un coup, on a l'air intelligent d'en parler. Ouais. Tout d'un coup, on a l'air intelligent de l'intégrer dans nos Ouais. pratiques de planification. Alors, ça risque, au cours des prochaines années, de prendre de plus en plus d'expansion. Il ne faut pas se le cacher, là, OK? Mathématiquement, revenons sur cette approche mathématique. Il y a un avantage qui est important en termes de fiscalité lié à l'assurance. Et il ne faut pas le négliger. Donc, ce n'est pas pour n'importe où, n'importe qui, n'importe comment. Mais lorsque c'est bien fait suite à une planification, entre autres, c'est quelque chose qui est très avantageux pour un client. Absolument. Absolument. Puis on le voit, tu sais, l'avantage maintenant de nos jours, c'est qu'on voit de plus en plus d'assurance collective avec l'employeur, tu sais, invalidité, maladie grave, assurance vie temporaire ou permanente. Mais il y a quand même ce manque-là de t'asseoir vraiment avec un conseiller en sécurité financière, puis vraiment revoir la structure en tant que telle, voir est-ce que tu sais, de manière vraiment objective, là, de voir est-ce qu'il y a un certain manque à gagner. Je touche du bois, mais si quelque chose t'arrive demain matin, Ouais. est-ce que ton coût de vie sera protégé? Est-ce que tes enfants Ouais, vont être ouais. corrects? Puis c'est souvent, malheureusement, des sujets un peu plus tabous, mais ça doit d'être fait. Puis on l'applique. Tu l'as dit, l'approche holistique, un peu 360. Pour nous, discuter de gestion de portefeuille ou de faire un plan de retraite, c'est aussi important que t'asseoir avec, par exemple, dans ton cas, nos clients s'assoient avec toi, puis de revoir un peu leur gestion de risque, ou que ça soit de s'asseoir avec un planificateur successoral qui est un avocat fiscaliste, puis de revoir leur structure testamentaire. Tu sais. Mais il faut écouter ce que tu viens de dire, là. Donc, ce discours-là, exactement ce discours-là, on ne l'avait pas il y a quelques années. Ouais. Et aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui est un peu plus fréquent et j'aimerais le voir plus souvent, évidemment. OK? Et tu as amené un point qui est important, c'est que l'assurance, pour dresser un petit tableau très rapide, a deux aspects. Hein? L'aspect où on a besoin de l'assurance parce qu'on a besoin de se protéger. Alors, clairement, tu l'as mentionné, là, Oui. on a des plans collectifs. Souvent, c'est une erreur de penser qu'un plan collectif Oui. va nous couvrir à 100 %. Donc, on a un plan collectif et là, on a des gens comme vous qui prenez le temps de regarder le plan collectif et de vous adresser à des spécialistes, comme moi et mon équipe, 100%. pour étudier ces plans-là. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des zones grises, il y a des manques à gagner. Et là, on parle de protéger son client. Et la protection, ça peut être vaste. Hein? On peut protéger en assurance vie, on peut protéger en assurance invalidité, en assurance maladie grave. Et on a les outils nécessaires à calculer le risque. Parce qu'à quelque part, c'est de la gestion de risque. Ouais, Si je dis à un client de 27 ans, écoute, si tu tombes invalide, tu vas perdre de 30 % de ton revenu. Lui, il a le choix. Il y a deux choix, en fait. Il a le choix d'assumer ce risque-là
et de se dire, si demain matin, je perds 30 de mon revenu, je vais me débrouiller. Ou il y a le choix de se virer vers des gars comme vous, comme moi, et de dire, j'aimerais que tu calcules l'impact financier qu'aura une perte de 30 sur mon revenu. Et s'il y a une solution, ben, j'aimerais l'entendre. Puis après ça, on va la monnayer. Ça coûte combien avoir une solution comme celle-là? Okay? Ouais. Ça, donc, on utilise l'assurance dans le but de se protéger. Ce qui est probablement, encore aujourd'hui, 70 des ventes d'assurance, okay, en termes de produits. Et on a, de l'autre côté, les gens qui n'ont pas besoin d'assurance. Hein? Vous en rencontrez des clients comme ça. Il y en a. Donc, les gens qui n'ont pas besoin d'assurance, et cette clientèle-là, elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, c'est l'efficience du portefeuille, l'efficience fiscale, l'efficience du rendement. Et les caractéristiques ou les attributs fiscaux d'un contrat d'assurance, on les connaît, entre autres, sont très avantageuses. Donc, d'un côté, les gens qui veulent se protéger, et de l'autre côté, les gens qui veulent maximiser leur portefeuille dans différents buts, hein? Dans le but de transférer aux prochaines générations, dans le but de donner à des œuvres de charité. Il y a un paquet de raisons qui vont amener ces gens-là à utiliser ce véhicule fiscal qui est l'assurance. Et là, revient à dire le jeu de la mathématique, le jeu de la fiscalité. Et ça, c'est un travail qui est extraordinaire. Parce que pour un client, tu lui proposes des solutions qu'il n'a ultimement pas besoin dans un seul but, c'est d'avantager la valeur du portefeuille et la croissance de celui-là. Ouais, donc, c'est assez spectaculaire comme façon d'approcher. Oui. Écoute, j'aurais aimé que nos clients ont la chance vraiment de pouvoir assister à ça. Ben, pas juste nos clients, mais on va dire tout le monde sur le marché, que tu sois entrepreneur, propriétaire d'entreprise. Quand tu as une incorporation, tu as une holding, tu as une opco, il y a tellement une structure qui peut être utilisée, il y a tellement une belle gymnastique que tu peux faire à l'intérieur. C'est dommage, mais on le voit de plus en plus. C'est pas nécessairement optimisé. Ouais. Donc, juste d'avoir cette chance-là de pouvoir s'asseoir avec quelqu'un qui comprend vraiment ce monde-là. Là, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais vous savez, vous êtes des jeunes conseillers en placement dans le marché. Là. Vous avez quel âge, on le dit tantôt? 30-31. 30-31 ans. Vous êtes parti de scratch. Hein? Vous n'avez pas acheté de vous, vous êtes parti de scratch, vous avez monté votre business. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, on parlait d'oisiveté puis d'alimentation, mais dans le domaine de la finance, c'est le même principe. La croissance n'est pas toujours pareil pour tout le monde. Ouais. Vous avez pris ce pari qui était quand même audacieux, là, on s'entend. Vous êtes dans les derniers là, que je connais, en tout cas, qui ont fait ça. Et c'est le même principe du côté du conseil. Et là, du conseil hors banque, hors financière, hors assurance, on parle du réseau des comptables, du réseau des fiscalistes. Ouais. On a encore dans le marché beaucoup, à ce jour, de spécialistes, de professionnels qui ont encore des mentalités qui, comme nous, il y a 20 ans, n'ont pas évolué. Ouais. Donc, d'intégrer l'assurance dans leurs conseils, recommandations, il y en a plusieurs qui ne le font pas encore. Pas par manque de bon vouloir, mais par manque, je pense, de connaissances. Okay? Aujourd'hui, on regarde là, les nouvelles pousses, les nouveaux bureaux de fiscalistes, les nouveaux bureaux de comptables, les gens qui accompagnent nos clients commerciaux, nos clients bien nantis. Aujourd'hui, on les voit là, maintenant, ces gens-là. Écoute, c'est des bureaux intégrés. C'est des bureaux intégrés. C'est des gens qui ont une vue sur ce type de finance-là, sur ce type de conseils, qui n'ont pas peur de se mouiller et qui sont capables de dire à leurs clients, je n'ai peut-être pas réponse à cette question-là, mais je pense que tu es bien entouré avec ton équipe de spécialistes. Prends le temps de les écouter. Oui. Amène-nous ces recommandations-là. On va les regarder et si on ne le comprend pas, on va questionner ces gens-là. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on remarque que lorsqu'un client revient en disant « je n'adhérerai pas à cette solution-là », souvent, c'est parce qu'il y a eu un conseil de son professionnel très proche qui lui-même ne maîtrise peut-être pas toujours la question et au lieu d'aller de l'avant, va plutôt dire « tu n'as pas besoin de ça ouais. ». Puis en réalité, il a raison. Hein? Il n'y a pas toujours besoin de ça. Non, c'est vrai. Okay? C'est vrai. Donc, mais c'est ça, je pense que tu as entièrement raison. Puis c'est drôle que tu en parles parce que, en fait, c'est souvent ça qu'on voit, c'est que on décide de prendre une approche innovative, disons, en gestion de patrimoine, où est-ce que on ne focus plus autant sur la gestion de portefeuille ou disons que la gestion de portefeuille n'est plus une aussi grande partie de ce qu'on fait. Et on essaye bien sûr d'en parler à nos clients, de s'assurer qu'ils ont une offre complète. Et c'est souvent ça. Tu vas toujours te faire challenger, right? Même si tu as des relations de longue date avec tes clients, du moment où tu essaies de positionner une nouvelle stratégie ou quelque chose qui serait dans le meilleur intérêt du client, mais qui vient avec un coût, il va y avoir un certain questionnement. Il va y avoir un certain challenge. Le client peut se revirer puis en parler avec un comptable que, comme tu disais, ça fait 25 ans qu'ils vont en faire ensemble. Mais cette personne-là n'a pas nécessairement évolué à travers le temps ou n'a pas pris le temps de
de continuer de s'informer sur ce qui est offert aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est des conversations qui peuvent changer très rapidement, en fait, le positionnement du client, qui pourrait potentiellement même affecter ta relation parce que tu fais une recommandation qui, tu penses, est dans le meilleur intérêt de ton client, sauf que c'est vu différemment d'un autre professionnel. Absolument. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les équipes qui ont du succès, comme la vôtre, comme d'autres, s'entourent de spécialistes. Ouais. Donc aujourd'hui, dans une équipe comme la vôtre, on a les conseillers en placement, on a un planificateur financier, Ouais. on a un planificateur successoral, Ouais. on a un spécialiste en assurance, qui moi-même, dans mon équipe, avons un fiscaliste, un avocat, un notaire. Donc, ce sont des équipes qui sont complètes. Donc, quand on donne un conseil, quand vous donnez un conseil à un client, il a été validé à plus qu'une reprise. Alors, c'est difficile maintenant pour un conseiller externe, à part la relation qu'il a avec son client, de challenger sans donner ou fournir des explications. Et je pense que ça, c'est l'avantage qui émerge dans le marché présentement. Il commence à avoir une uniformisation de ce conseil-là. Et c'est pas un conseil à la va-vite, là. C'est pas quelque chose qui peut être aussi écarté du revers de la main. Lorsque le conseil il est donné, il est appuyé. Et par la suite, c'est d'en discuter avec l'ensemble de ces professionnels-là. Et je pense que la croissance va passer par cette compréhension-là dans les prochaines années. Ça fait du sens. Question à part, vu qu'on parle de conseil, je te donne un scénario à part, là, mais admettons que tu es un jeune qui débute sa carrière dans le domaine des assurances. Oui. Tu peux nous donner une couple de conseils que tu lui donnerais, donc des petits pointers de Martin Bissonnette. On en manque, hein? On en manque beaucoup. Okay? Ouais. Il manque de jeunes conseillers. La profession, je l'ai dit, là, a été dévalorisée dans une certaine période. La difficulté aussi qui est liée à la prospection, parce que l'assurance, quand tu commences, normalement, tu es en prospection. Quand tu n'es pas en prospection, il faut que tu sois en développement de relations. Hein? Dans un domaine comme le nôtre, il faut développer ces relations-là. Donc, le meilleur conseil que je peux donner, la rigueur. Encore aujourd'hui, trop de gens commencent et abandonnent. Encore aujourd'hui, trop de gens pensent que c'est facile. Encore parce que souvent, on entend parler des gens qui réussissent. On n'entend pas beaucoup parler des gens qui ne réussissent pas. Donc, on pense que c'est facile. Donc, le meilleur conseil, rigueur. Puis on parlait de mentorat tantôt. Oui. Les jeunes sont gênés aujourd'hui de se tourner vers des gens comme nous, comme moi, comme d'autres, parce que je suis loin d'être le seul, et de venir demander conseil. On a de la difficulté à recruter des jeunes aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le jeune qui veut se lancer, qui écoute ce qu'on dit dans ce domaine qui est pas facile, on va se dire les vraies choses, on est en 2024, bientôt 2025, là, on ne pèlera pas de nuages, c'est pas facile. C'est un monde qui est excessivement compétitif, qui est beaucoup plus restreint qu'avant. Et dépendamment du marché ou du segment que tu choisis, il faut que tu fasses tes preuves. Toujours. Et recommencer à chaque année. Hein? Il y a un de mes bons amis qui disait « Tu es toujours aussi bon que ton dernier deal. » Même si ça fait 25 ans d'expérience que tu as. Donc, jeunes recrues qui veulent commencer, premièrement, associez-vous à une firme qui est reconnue, réputée. On s'entend. L'assurance sera toujours basée sur la réputation que toi ou ta firme avez. Donc, s'associer à une bonne firme, s'entourer de gens qui réussissent. Et les forcer à nous écouter, parce que ça peut même m'arriver à moi, un gars comme moi, qui n'écoutera pas la jeune recrue, parce que je me dis, fais tes preuves, après ça, on verra. C'est l'erreur souvent qu'on peut faire. Donc, prends le temps de venir t'asseoir avec du monde comme nous autres. Prends le temps de venir jaser. Les conseils sont gratuits. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Very nice. 100%. Puis, tu sais, aujourd'hui, on en parlait tantôt, mais tu as une business, bien sûr, à succès. Tu as créé des relations à travers le temps. Mais avec le succès aussi vient certains challenges. Est-ce que dans la phase de ta business où est-ce que tu es aujourd'hui, il y a peut-être certains murs que tu frappes ou certaines choses que tu sais que tu dois adresser, mais que tu n'as peut-être pas le temps d'adresser, que ce soit par manque de temps ou autre, mais juste quelques challenges que non, c'est clair, c'est clair. Tu sais, dans une business comme la nôtre, même si on a choisi d'avoir un modèle qui est minimaliste, parce que, bon, il y a des bureaux d'assurance que vous allez peut-être croiser ou que vous connaissez, qui, bon, ont beaucoup de staff, beaucoup de staff, veulent aller chercher beaucoup de relations. Et ce qui est difficile avec un nombre important de relations, c'est l'approfondissement de ces relations-là. Vous êtes le meilleur exemple. On s'est aimé au jour 1 parce qu'on a pris le temps de travailler ensemble. Si j'avais été de passage dans vos bureaux, c'est quelque chose qui vous aurait peut-être pas accroché parce que vous êtes des gens qui aimaient aller en profondeur. Le défi avant et le défi aujourd'hui est toujours le même. C'est que normalement, quand tu es bon dans ce que tu fais, les gens veulent travailler avec toi. Et à un moment donné, tu t'arrêtes où? C'est toujours la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai envie de devenir une équipe
où je vais embaucher vraiment beaucoup de personnes pour desservir un grand nombre de conseillers, ou je veux plutôt m'arrêter avec mes conseillers puis développer en profondeur ceux-là. Donc, je pense que le défi, encore aujourd'hui, c'est le défi de la croissance. C'est la gestion de la croissance. Ça l'était il y a 20 ans, ça l'était il y a 10 ans, et ça l'est encore aujourd'hui. Donc, c'est un défi où il faut aussi penser à allier qualité de vie et le travail. Hein? Vous avez des familles, j'ai une famille, et elle s'agrandira peut-être, on ne sait pas. Ouais. Donc, c'est un questionnement. Okay? C'est un questionnement qui est constant. Je pense qu'il y a possibilité, et on le fait très bien présentement, c'est d'allier un travail professionnel de qualité avec une qualité de vie également qui s'arrime à ça. Ouais. Puis tu te vois où, admettons, dans 5 ans? Tu te vois où? Cabinet d'assurance banque Martin Bissonnette, ça. On se voit où dans 5 ans? Oui, on se voit où dans 5 ans? Écoute, tu sais, si je regarde la progression, j'ai commencé à monitorer cette progression-là il y a 20 ans. Plus que jamais, là, la croissance, elle est importante dans les 7 dernières années. Là, c'est assez fulgurant. Ouais. On se voit où dans 5 ans? Clairement, dans 5 ans, on se voit à 10 ans d'arrêter. Donc, on est loin. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui aime le travail, qui aime le travail. Je pense que vous l'avez vu. Ouais. J'aime ce que je fais. Stéphanie, mon associée, est plus jeune que moi. Donc, elle aussi, pas près d'arrêter. On se comprend. Donc, dans 5 ans, ben, on aimerait être exactement au même endroit, je veux dire, en termes de profondeur de relation. Ouais. OK? Et on aimerait onboarder avec nous autres des conseillers qui sont présentement à l'aube, OK, de passer à une qualité de gestion de patrimoine comme la vôtre. Parce que j'ai toujours dit, j'ai encore aujourd'hui l'impression que dans un groupe donné, il y a toujours un tiers des gens qui s'intéresseront jamais à ça. Il y a l'autre tiers qui s'y intéressent, mais qui n'ont pas les outils pour y arriver. Ouais. Et il y a le tiers des gens qui sont onboardés, qui sont donc en faveur d'une gestion holistique comme la vôtre. Et donc, d'ici 5 ans, notre souhait à Stéphanie et à moi, c'est d'aller chercher ces gens-là, ces gens qui veulent passer dans le tiers gagnant, là, et qui sont en train de se poser la question comment je vais y arriver, sous quel type de relation. Et c'est ces gens-là qu'on vise présentement. Donc, si on peut les aider à passer à un autre niveau, bien évidemment, c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Ouais. Donc, où on se voit dans 5 ans, exactement là. Puis, tu sais, vous avez toujours gardé une business qui est familiale. Tu l'as dit, tu travailles avec ta conjointe. Est-ce que tu envisages éventuellement, que ce soit à court, moyen terme dans ta business ou plus quand ce sera le temps vraiment d'établir une relève parce que tu veux passer à une autre étape de ta vie, comment tu envisages ta relève? Est-ce que pour toi, la vision parfaite serait d'embaucher un plus jeune, de donner l'opportunité à quelqu'un comme toi quand tu as commencé dans ta vingtaine? Ou peut-être un de tes enfants un jour. Ouais. Peut-être un de mes enfants un jour. J'ai ma fille qui a 27 ans, qui était dans le domaine de la supervision et qui, là, commence à goûter au domaine de la vente. Et je me suis surpris d'avoir une discussion avec elle récemment, là, où je voyais dans ses yeux, là, je me disais, wow, OK, elle retient du père. Là. Je voyais dans ses yeux là, l'engouement, la joie, la férocité de son discours en disant, écoute, hein, je suis en train de battre des gens qui font ce travail-là contre moi depuis plusieurs années. Ouais. Et là, je sentais cette... Donc, la relève, c'est encore une fois, je l'ai dit, quelque chose qui est très difficile parce que c'est une game de relations. Donc, au-delà d'être capable de faire de l'assurance, au-delà d'être capable d'administrer un bureau d'assurance, il faut être capable de perpétuer des relations Maintenir les relations. comme les vôtres. Donc, le choix de cette relève-là est encore à faire. Bon, comme je l'ai dit tantôt, Stéphanie est plus jeune, mais j'ai l'impression que lorsqu'on prendra notre retraite, on va la prendre tout le monde ensemble. Ouais. Donc, c'est important de présentement préparer cette relève-là. On a plusieurs prospects sous les yeux présentement. Il faut les intégrer tranquillement. Il faut voir comment ils se comportent parce que si on revient dans le temps, encore une fois, là, je me sens vieux quand je dis ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés dans le réseau de la financière dans lequel on œuvre, tout le monde ici ensemble. Ouais. Là. Et il y a que très, très peu d'élus. Très, très peu de personnes qui ont réussi à maintenir un statut au sein d'une gang comme la vôtre. Et de choisir la relève, c'est tout aussi important. Là. Il faut absolument que ça fasse. Absolument. Ouais. 100%. Non, ça fait définitivement du sens. En passant, je viens juste de voir que ça fait au-dessus d'une heure qu'on jase, qu'on discute. Je sais que je serais parti pour une autre heure. Ouais, moi aussi. Je sais que tu as un match des Canadiens ce soir. Je pense que McDavid is in town. Avec des clients, oui, Ouais, effectivement. Donc, ça fait partie des joies du courtage. Des joies du courtage. Écoute, Martin, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que les écouteurs aussi, ils l'ont apprécié autant que nous. Apprendre à te connaître, c'est super intéressant.
Question peut-être juste avant qu'on se quitte, qu'on se laisse, où est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur toi? Donc, s'il y a des écouteurs qui veulent juste peut-être aller site Internet, réseaux sociaux. Absolument, absolument. Ben, écoute, ils ont déjà vos coordonnées, donc de passer par vous autres, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, c'est le retour d'ascenseur. Évidemment, notre cabinet, donc MBSC, Stratégie d'assurance. Donc, on a un site web, évidemment, une belle vitrine. Mais le plus simple, là, les coordonnées de ce podcast-là, ben, les gars, ça va me faire plaisir de desservir votre clientèle. Super, merci. Ben, écoutez, si vous avez apprécié le podcast autant que nous, n'oubliez pas de le like, le partager avec vos amis, les gens dans votre entourage. On va être sur LinkedIn, Instagram et YouTube et sous le nom AEC Financial Group. Donc, merci à tous. Merci, Martin. Merci, messieurs. Merci, Martin. C'était un plaisir. Until next time. Merci. Yes. Ciao.